Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tanguy de Quatpont, qui est directeur général de Kaspersky France et également responsable de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Tanguy de Quatpont, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours cet entretien par une actualité, un événement, une tendance qui vous a marqué ces derniers temps. Est-ce qu'il y a parmi les événements qui arrivent et qui sont un peu liés à notre secteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Oui, tout à fait. Ce qui a retenu mon attention, c'est la plus grande chaîne d'hôpitaux américains, UHS, qui traite 3,5 millions de patients par an, qui a été infecté par un ransomware le week-end dernier, et dont l'activité est partiellement paralysée. Donc encore une nouvelle fois, les ransomware, on comprend les dégâts que ça peut faire et les conséquences que ça peut avoir qui sont certaines fois très graves. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sous la menace. Ils sont toujours sous le chantage. Voilà, sous le chantage. Une partie de leur système d'information est paralysée. Donc c'est retour au papier et au crayon pour pas mal de personnes qui travaillent pour eux. Et pour l'instant, on ne sait pas comment ça va évoluer. Dans ces cas-là, finalement, votre conseil, c'est quoi? Est-ce qu'il faut payer ou est-ce qu'il ne faut pas payer? Alors, il faut clairement pas payer, c'est clair, parce que plus de victimes paieront et plus ce sera un cercle vicieux. Les cyberattaquants, en fait, ils raisonnent en ROI, en retour sur investissement. C'est s'ils lancent des attaques et que ça leur apporte de l'argent, ils vont continuer et ils ne s'arrêteront pas. Alors ça, c'est d'un point de vue général, mais là, on est sur un cas particulier. L'hôpital ne peut plus fonctionner normalement, si je puis dire. Donc, on va peut-être se dire, bon, c'est bien gentil ce que vous me racontez là, mais moi, j'ai tant de patients à traiter, et bon, je vais payer parce que la semaine prochaine, je pourrais retrouver un fonctionnement normal. Donc, finalement, quelle est l'alternative réellement ? Alors l'alternative, ça dépend comment ils se sont préparés à ce genre d'incident. S'ils se sont préparés en amont, c'est-à-dire qu'ils ont normalement des sauvegardes qui sont à jour, qui n'ont pas été infectées, puisque théoriquement, elles ne devraient pas être connectées en permanence au réseau. Voilà, donc ça c'est la première étape. S'ils n'ont pas fait ça, effectivement, là ils sont en grande difficulté. Et certaines victimes payent parce que effectivement elles sont pieds et poings liés et qu'elles n'ont aucune solution. C'est ça. À part payer. Donc on a vu le cas de Garmin par exemple, société très connue dans les GPS, etc., qui a payé, a priori, la rançon, et donc les opérations sont revenues à la normale. Très bien. Donc finalement, il y a quand même un moyen de se prémunir, c'est de faire les sauvegardes qu'il faut. Alors, il y a des moyens de se prémunir, c'est des attaques qui sont ciblées, donc c'est compliqué, parce que les groupes d'attaquants préparent plusieurs semaines, voire mois à l'avance, leurs attaques, et une fois qu'ils appuient le bouton pour lancer l'attaque, il est trop tard. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut préparer sa défense, les sauvegardes, avoir des solutions de sécurité qui sont à jour. Tout l'ensemble du parc, en fait, software doit être à jour en permanence. Donc les mises à jour, il faut les faire, c'est critique. Et puis éduquer aussi le personnel, parce que la plupart du temps, la porte d'entrée, c'est effectivement des gens qui ont cliqué sur un lien, sur un email, et ils n'auraient pas dû. Très bien. Alors, on va parler un peu de Kaspersky. On va commencer un peu par Kaspersky en entreprise, dans une période un peu particulière. On a eu la période avant les vacances et le confinement, puis le déconfinement. Donc là, on était dans, je dirais, une réorganisation extrêmement rapide à mettre en place. Là, on est dans une nouvelle période, si je puis dire, où on va peut-être revenir à des choses un peu plus contraignantes. Néanmoins, on est dans la situation où il faut vivre avec le virus et vivre au mieux, dans les meilleures conditions. Pas trop le choix. Comment vous êtes réorganisé dans cette perspective pour les mois à venir? Parce que c'est pas seulement aujourd'hui, il va falloir tenir. Alors en fait, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que les grèves, parce qu'avant le Covid, il y a quand même eu les grèves en France, et donc on a complètement réorganisé notre outil de travail pour que l'intégralité des salariés, que ce soit à la compta ou au support technique par exemple, puissent travailler de chez eux. Donc aujourd'hui, en fait, on leur a fourni des équipements qui leur permettent de recevoir directement les appels sur un téléphone chez eux, et à travers ce téléphone-là et à travers un VPN, d'avoir accès au réseau en fait, de Kaspersky pour pouvoir travailler normalement. Donc ça, je dirais que c'est plus la partie organisation du système d'information. Donc on est toujours dans ce mode-là. Et après, c'est plus les interactions qu'on peut avoir avec les clients. Et donc là, on est comme tous nos concurrents, à essayer de trouver des idées. On ne peut plus trop faire d'événements présentiels. Quand on en fait, c'est très compliqué. C'est des groupes de personnes limités. Donc là, aujourd'hui, en fait, on a effectivement loué des studios, par exemple. On a fait, il y a un mois, la conférence européenne pour les partenaires, qui était dans un studio comme celui-là, et qui a permis, en fait, de faire du live et d'être en contact avec nos revendeurs, comme si on était en présentiel finalement, mais dans un studio,
et les résultats ont été très bons. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on investit en ce moment. Alors, est-ce que vous pensez qu'une fois que cette crise va être terminée, parce qu'elle le sera un jour ou l'autre, le plus tôt possible, est-ce que vous pensez que ce nouveau mode de fonctionnement va perdurer, ou est-ce que vous allez revenir à quelque chose qui ressemble à ce qui existait avant ? Je pense qu'en fait, ce sera peut-être un mix des deux. Il est évident que la crise nous a montré au secteur globalement que peut-être que les gens voyageaient trop, passaient trop de temps dans les transports, et donc du coup, on va revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable, à la fois effectivement du présentiel, mais aussi des événements virtuels, parce qu'on voit quand même que ça marche bien. Maintenant, je pense qu'il faut les deux. Dire qu'on ne va plus faire de présentiel, je pense pas, parce que l'interaction humaine, on a en fait le besoin fondamental de voir les gens. Et la confiance, elle s'établit aussi comme ça. Très bien. Alors, on va parler de Kaspersky en tant que fournisseur de solutions de sécurité. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire parce que ce serait un peu long, mais Kaspersky, c'est Eugène Kaspersky qui a développé un premier antivirus en 89. Donc, 89, il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau. Donc, les virus se transmettaient par disquette. Donc, ça allait quand même très lentement. Mais néanmoins, ça arrivait. Et donc, il a fondé la société en 97. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait à peu près 4000 salariés. Donc c'est un grand opérateur de solutions de sécurité. Comment vous présentez dans ce secteur qui est très diversifié avec beaucoup d'opérateurs, est-ce que vous avez une marque distinctive par rapport aux autres? Alors on en a plusieurs. La première, c'est qu'on est une société privée. Beaucoup de nos concurrents sont cotés en bourse. Ou appartiennent à des fonds... Alors privé dans le sens américain du terme. Privé, c'est-à-dire que la société appartient très très majoritairement à Eugène Kaspersky, donc c'est lui qui décide en fait de ce qu'il veut faire de sa société, des bénéfices, comment il les réinvestit. Donc ça c'est je dirais déjà quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique financière, purement financière, j'entends, on est là aussi pour gagner de l'argent bien entendu, mais ça c'est un point qui est important pour nous. Deuxièmement, la R&D, en fait, on fait tout maison. On ne rachète pas de technologie. Alors c'est un petit peu, effectivement, le contraire dans le secteur. Dans le secteur, les grands acteurs rachètent beaucoup de start-up pour faire de la croissance externe. Nous, c'est vraiment de la croissance organique. Donc la R&D développe l'intégralité des solutions qu'on commercialise aujourd'hui. Le gros intérêt, c'est que tout est intégré. Donc aujourd'hui, quand on sort une solution... Elle utilise les mêmes standards de développement, ce qui fait qu'on a une qualité qui est extrêmement élevée et un niveau d'intégration de toutes les briques qui est sans commune mesure. Bien. Alors maintenant, on va parler un peu de votre offre. Autre caractéristique par rapport à d'autres fournisseurs de solutions de sécurité, c'est que vous êtes extrêmement diversifié. C'est-à-dire que vous vous adressez à la fois aux particuliers, aux TPE, aux PME, aux grandes entreprises. Tout à fait. Finalement, comment vous faites, parce que les besoins sont quand même assez différents, comment vous faites pour structurer vos offres? Est-ce que les offres que vous proposez aux particuliers, finalement, ce sont des offres comprimées, des offres aux grandes entreprises? Comment tout ça s'organise? Et parce que c'est pas les mêmes finalités. C'est pas les mêmes marchés, c'est vrai. Alors en fait, schématiquement, chez Kaspersky, il y a 50% de l'activité, c'est le grand public. Effectivement, c'est tout ce qu'on vend pour sécuriser des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des gestionnaires de mots de passe, des VPN. Donc ça, c'est la moitié. Le reste, c'est ce qu'on appelle le corporate. Donc c'est toutes les solutions et services qu'on peut vendre à des sociétés publiques, privées. Les besoins ne sont pas les mêmes, parce que le type d'attaque n'est pas le même non plus. Maintenant, la base de certaines technologies est utilisée des deux côtés. Notre moteur antivirus aujourd'hui, que vous soyez une grande entreprise, une TPE ou un particulier, le cœur du réacteur, je dirais, c'est le même. Après, c'est toutes les fonctionnalités qu'il y a autour. Pour les grands comptes, c'est du patch management par exemple, du chiffrement, des choses dont les particuliers n'ont pas forcément besoin. Donc l'intérêt côté particulier, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. Ce ne sont pas des experts en sécurité, donc c'est d'avoir quelque chose d'ergonomique, de simple, qu'on oublie un petit peu, qui fait le job. Côté corporate, il faut aller très loin en termes de protection, en termes de fonctionnalité. Donc là, ça nécessite des consoles de management qui sont complexes et qui nécessitent des compétences. Et alors effectivement, pour les grandes entreprises, vous fournissez à la fois de la formation, des services, de l'intelligence, donc des choses dont les particuliers, même les petites entreprises, n'ont pas vraiment besoin. Exactement, oui. Par exemple, là, on a un service qu'on appelle Threat Intelligence. Donc c'est l'intelligence de la menace, pour parler français. C'est des rapports qui sont faits par nos chercheurs, par exemple. Et nos clients qui sont abonnés reçoivent en temps réel ces informations.
C'est sur les groupes d'attaquants, c'est quel type d'attaque, quel vecteur d'attaque, quelles sont leurs techniques et leurs tactiques. Ce genre de choses, clairement, le grand public, c'est quelque chose qui n'est absolument pas utile pour eux. Donc il y a effectivement des différences, c'est sûr. Après, côté corporate, on protège à la fois les postes de travail, les serveurs, mais aussi les passerelles, toutes les passerelles Internet, les passerelles de messagerie. On protège les systèmes industriels, les distributeurs de billets, par exemple, les terminaux de paiement. Donc en fait, tout ça, c'est ce qu'on met dans la catégorie des endpoints. C'est la protection. Alors c'est endpoints et c'est un petit peu plus large. Oui, on ne fait pas que les endpoints. Ça a été vraiment le cœur de l'activité de Kaspersky. Et ces dernières années, on a énormément étoffé en fait notre portefeuille produit, notamment sur le secteur industriel. Donc on a développé des sondes, donc que vous positionnez soit dans des SI traditionnels, soit dans des SI industriels, et qui permettent en fait de remonter tout de suite des anomalies sur ces réseaux-là, par exemple. Et est-ce que, alors là, vous venez de parler du secteur industriel, qui est un secteur spécifique, et est-ce que, je dirais, votre couverture des différents secteurs économiques est assez diversifiée, ou est-ce que vous êtes spécialisé en fonction de besoins spécifiques sur certains secteurs? Alors en fait, on est présent dans tous les secteurs. On n'a pas forcément un secteur où on est moins présent. Parce que finalement, la sécurité, elle est presque... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité informatique, elle est transversale. C'est-à-dire qu'elle est transversale à tout type d'activité. Aujourd'hui, tout est connecté. Il y a des systèmes d'information partout. Donc la sécurité est nécessaire absolument partout. Donc... Après, c'est plus effectivement la granularité, quel type de protection on peut apporter. Il y a des systèmes qu'on peut pas trop sécuriser, pour être très clair. Certains smartphones, par exemple, Apple, par exemple, iOS, on n'a pas trop la main, par exemple, en termes de développement sur les API que nous fournissent Apple. Quand je dis nous fournissent, c'est globalement donc il reste donc un système relativement fermé. Reste un système fermé, on ne sait pas trop ce qui se passe dessus. Et on ne peut pas, par exemple, faire tourner de solutions antivirus. C'est impossible pour l'instant. Alors, parmi vos clients, il y en a un qui est prestigieux, c'est Ferrari, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter quelques clients français? Alors, je sais que les fournisseurs de sécurité ont toujours beaucoup de mal à en parler, mais... Ça va être rapidement vu, effectivement, non. Pour plein de bonnes raisons. La première raison, c'est que les attaquants nous écoutent. Donc certains attaquants regardent probablement votre émission, sont en train de nous regarder. Et plus on donne d'informations sur comment on protège des comptes, quel compte utilise telle et telle solution, plus c'est compliqué de se défendre. Donc on ne communique pas effectivement malheureusement le nombre de clients, mais on en a beaucoup. On est numéro 3 sur le marché en France, sur la partie corporate. Avec une diversification de la petite jusqu'à la très grande entreprise. Tout à fait. TPE, PME, jusqu'au grand compte. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure que vous êtes en indirect sur tout le... Alors on est dans un modèle indirect, oui, en fait. Effectivement, on vend nos solutions et nos services à des revendeurs, à des grossistes, qui les revendent aussi aux intégrateurs et aux revendeurs partout. Qu'est-ce que le cloud, pour vous, a modifié dans votre activité? Est-ce qu'aujourd'hui, tout passe par le cloud ou il y a encore des entreprises qui préfèrent installer un certain nombre de choses dans leur propre data center pour être sûr que ça va fonctionner comme... En fait, c'est un grand débat. Le cloud chez Kaspersky, on l'a développé il y a de nombreuses années parce qu'en fait, on a eu besoin d'un cloud de réputation. C'est-à-dire que, grosso modo, votre poste de travail, quand vous l'utilisez, dès qu'il voit une menace qu'il ne connaît pas, il monte sur notre cloud, sur nos serveurs, et il interroge les serveurs. Les serveurs, en fait, ont une capacité de calcul qui est énorme, puisque c'est dans des data centers, et une visibilité mondiale. Donc il interroge, il dit, ce fichier-là, je ne le connais pas, est-ce qu'il est bon ou pas? Oui, il est bon, et hop, c'est parti. Donc ça, c'est la première brique cloud qu'on a développée il y a plusieurs dizaines d'années, qui s'appelle Kaspersky Security Network. Et en fait, finalement, au niveau des solutions, de toutes les solutions aujourd'hui, on a cette brique cloud. Mais effectivement, il y a des clients, notamment les clients qui sont dans des environnements sensibles, qui préfèrent avoir tout chez eux, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque beaucoup d'informations remontent dans le cloud, globalement. Très bien. Alors, on sait que dans le domaine de la sécurité, l'erreur humaine est une cause prépondérante. On parle de manière récurrente. Ouais. Vous avez fait une annonce en août pour faire de la formation en ligne. Ça tombe assez bien parce que précisément, il y a beaucoup de gens qui sont dans la nature, pas vraiment dans la nature, parce qu'en fait, ils sont chez eux en télétravail, qui ont besoin de faire attention à ce qu'ils font chez eux, parce qu'ils sont un peu livrés eux-mêmes. Oui. Est-ce
Est-ce que vous avez déjà des premiers retours de ce genre de formation? Alors on a des retours. En fait, l'annonce qu'on a faite en août, c'était une mise à jour de notre plateforme qui existe déjà depuis quelques temps. Donc il y a eu une plus forte demande effectivement de ce genre d'outils. Donc c'est ce qu'on appelle du micro-learning. Donc en fait, le problème en cybersécurité, c'est que ça peut vite être assez rasoir, les formations. Donc l'intérêt, c'est de faire de la formation continue tout au long de l'année, avec des tout petits modules qui prennent 3-4 minutes, mais qui reviennent assez régulièrement en fait, et donc qui permettent de savoir ce que c'est qu'un phishing, comment le détecter, comment créer des mots de passe, etc. Et donc effectivement, il y a une demande assez importante, malgré le fait qu'on a fait une étude au mois d'avril de cette année, 30%, uniquement 30% en fait, des salariés qui sont en télétravail aujourd'hui ont reçu des informations de leur patron, de leur société, pour leur expliquer comment se protéger quand ils travaillent de chez eux. Donc c'est quand même assez inquiétant. Que 30%. Ouais. Donc il y a encore du travail. Il y a encore du travail. De ce côté-là. Ouais. Vous avez, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous faites de l'intelligence de la menace, donc vous publiez des rapports régulièrement. Et je crois qu'au dernier trimestre de l'année dernière, vous avez mis en avant toutes les attaques par déni de service, qui viennent de plus en plus récurrentes, qui sont de plus en plus massives, qui attaquent en particulier, vous citiez quelques exemples d'établissements financiers. Il y avait même le Vatican, je crois, qui avait été attaqué par ça. Et donc, vous disiez, d'où la nécessité, alors on parlait du ransomware, là pour le déni de service c'est pareil, d'où la nécessité de vraiment bien se préparer à ça. Finalement, quelles sont les bonnes, si vous aviez 2-3 conseils à donner, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour se prémunir de ça? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'attaque DDoS, généralement, les attaques DDoS sont le prémisse, ou en tout cas en parallèle d'une autre attaque. Donc c'est l'attaque DDoS, ça déstabilise le réseau de la victime, le réseau d'information, et après il y a d'autres attaques qui sont lancées en parallèle pour aller pénétrer le réseau. Donc c'est pas la fin en soi, c'est un moyen pour faire... C'est généralement, rarement la seule attaque. C'est vraiment un moyen effectivement de détourner l'attention et de prendre beaucoup de ressources d'un côté, ce qui fait que les autres côtés du réseau sont moins bien protégés. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment penser au pire. Il faut être paranoïaque dans ce métier, c'est penser au pire, il faut prévoir. Parce qu'une fois qu'on est attaqué, c'est trop tard. C'est fait. Après, il faut faire de la rémédiation, etc. Donc, prévoir, c'est quoi? C'est effectivement s'asseoir avec son directeur général, son DSI, son RSSI, et dire qu'est-ce qui se passe si demain on se prend une attaque de ransomware? Comment est-ce qu'on gère? Ça, c'est la première chose. Et après, dérouler effectivement toutes les étapes, les sauvegardes, quel type de solution j'ai, est-ce que j'ai une solution qui me permet de mettre à jour en temps réel toutes les failles de sécurité qui sont publiées par Microsoft, par Adobe, par tous les éditeurs de logiciels. Qu'est-ce que j'ai comme solution d'installer sur mes postes? Est-ce que j'ai des solutions automatisées? Est-ce que j'ai un contrat de service si je suis attaqué pour aller faire du forensic et comprendre en fait sur site quelle a été l'attaque et comment la remédier? Donc c'est vraiment prévoir en avance. Le fait de dire je ne serai jamais attaqué ou j'ai pas le temps de gérer, c'est une très mauvaise option. On l'a vu ces derniers temps, beaucoup de sociétés de renommée qui ont pourtant des niveaux de sécurité assez élevés se sont quand même fait compromettre par des ransomware et les conséquences peuvent être dramatiques. Sans faire d'analogie un peu simpliste, mais je dirais qu'on est dans une pleine crise de virus liée à un virus. Tout à fait, finalement, et c'est ce que vous êtes en train de dire, on a entendu des gens qui ont pourtant des responsabilités élevées qui disent « je ne mets pas de masque parce que je ne suis pas malade ». Je pense que dans le domaine de la sécurité, on a des raisonnements qui doivent être un peu comparables. On a des raisonnements, oui, en fait, on entend souvent dire ma société n'intéresserait pas les hackers, etc. C'est complètement faux. C'est complètement faux, malheureusement. Et alors, vos interlocuteurs, de plus en plus, ce sont... parce que c'est quand même un domaine qui est très technique. Oui. Néanmoins, il faut passer aussi par les directions générales pour faire comprendre de l'importance. Donc, comment vous faites pour adapter ce double discours? Bon, je crois que aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience importante de la part des dirigeants. Et à tout ce qui a pu arriver. Bon, il y a eu un peu le marketing de la peur il y a quelques années, des éditeurs de cyber qui disaient c'est la catastrophe, grandes attaques, machin. Aujourd'hui, on a des cas concrets, très concrets. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de retours d'expérience aussi. Le petit guide, je ne sais pas si vous avez vu par exemple le guide sur les ransomware publié par l'ANSSI. Dans ce petit guide qui est très bien fait, on en a il y a des témoignages. Il y a des témoignages concrets de victimes et qui font des rétextes, qui disent voilà comment ça s'est passé chez moi, à telle heure il y a eu l'attaque,
et comment est-ce qu'on a géré, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Une sorte de mode d'emploi pour réagir. Il faut un mode d'emploi, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est prévoir. Si on ne prévoit pas, s'il n'y a pas un plan très détaillé de ce qu'il faut faire quand l'attaque a été lancée, ça peut aggraver l'attaque et compromettre complètement les chances de retour rapide à la normale. Donc, si les DSI, si les directions générales sont convaincues de l'importance, de la nécessité, après les choses sont quand même plus faciles. C'est plus facile. Et les budgets vont avec. Alors, c'est plus facile, les budgets vont avec, oui et non, parce qu'il y a eu une étude de Wavestone qui est sortie il y a quelques semaines, un petit peu inquiétante. Donc, les acteurs du CAC 40, vraiment les grandes sociétés, suite au Covid, en fait, 50% d'entre eux ont dit que leur budget de cyber resterait au même niveau, donc aucune augmentation. Et 25% de ces personnes-là disent qu'ils vont même le réduire. Ah. Donc on voit bien qu'il y a quand même d'un côté la crise et qu'elle a des conséquences économiques sur les sociétés, sur toutes les sociétés, et que de l'autre côté, la cyber est quelque chose qui coûte cher, c'est clair, c'est 6 ou 7% théoriquement du budget informatique d'une société, si on veut être à des niveaux corrects. Et donc il y a un arbitrage à faire qui n'est pas forcément évident pour les dirigeants, effectivement. Alors, dernier point pour clore cet entretien. Kaspersky est une société d'origine russe, tout le monde le sait. Oui. Il y a un certain nombre de médias occidentaux et même le gouvernement américain qui a interdit d'installer des logiciels Kaspersky sur les systèmes informatiques appartenant à l'administration américaine. Est-ce que est-ce que tout ça est circonscrit aux États-Unis et est-ce que ça diffuse un peu dans les autres pays ou est-ce que comment vous gérez ça finalement parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué en termes d'image. Oui, ça a été une situation très complexe pour nous. C'est arrivé en 2017. Donc en 2017, effectivement, le gouvernement américain a interdit en fait les logiciels et services de Kaspersky pour les administrations américaines. Donc ça a eu des conséquences effectivement en termes de business directement aux États-Unis. Alors on n'était pas présent sur les comptes publics américains pour des raisons relativement évidentes, mais on était très présent dans le marché grand public. Et donc ça nous a fait beaucoup de tort. Pour répondre en fait à ces accusations qui étaient pas fondées, qui sont toujours pas fondées, on a lancé en fait la Global Transparency Initiative, donc une initiative mondiale de transparence. On a ouvert des centres de transparence, notamment à Zurich, dans lesquels en fait les autorités qui en font la demande, ou même les grandes sociétés, peuvent venir auditer le code source de nos solutions, de toutes nos solutions, et aussi de toutes les mises à jour de nos solutions. Parce que vous savez que dans l'informatique ou dans le software, à un instant T, vous auditez un logiciel ou un hardware, on pousse une mise à jour derrière et ça change complètement le système. Donc là, en fait, en termes de transparence, on a atteint un degré très important. On est d'ailleurs les seuls dans la cybersécurité à proposer cet audit de code. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent les auditer? Il y a des gens qui sont venus, oui, il y a des autorités rapports qui sont venues, effectivement, qui sont venues auditer le code source. En France, par exemple? Alors en France, il n'y a pas eu pas pour l'instant, on l'a proposé, mais ça n'a pas été, c'est une solution une possibilité qui n'a pas été retenue. On a de très bonnes relations. Donc il n'y a pas eu de conséquences de ce qui s'est passé aux États-Unis sur le marché français? Il y a eu des conséquences, si, parce que en termes d'image, on a été obligé d'aller voir beaucoup de monde, beaucoup de décideurs, pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas aussi, parce qu'il y a aussi une part de fantasme, et montrer patte blanche. Aujourd'hui, on est on a investi beaucoup dans beaucoup de partenariats publics-privés, parce qu'on croit que pour lutter contre la cybercriminalité, c'est très important. Et donc on participe vraiment de façon active dans l'écosystème et français, et européen, et mondial de la cyber. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, Tanguy de Quatmont, merci beaucoup. Merci beaucoup.